Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shop des Titans. Épisode enregistré aujourd'hui pour parler de la Boring Edition, la nouvelle édition du coup de Shopify. Salut Thibaut, comment vas-tu ? Ça va très bien. Ben, merci beaucoup. Effectivement, la Boring Edition, donc l'édition ennuyante ou ennuyeuse, non, ennuyante. Ennuyante. Exactement. Alors pourquoi ennuyante ? Parce que il y a pas mal de petites optimisations, mais c'est vraiment des petites optimisations. Il n'y a rien de vraiment ni très choquant ou, ou innovant ou des choses auxquelles on ne s'attendait pas. C'est plus des continuités un peu logiques de ce qui était déjà en place ou ce qui a déjà été annoncé. Voilà. Cependant, il y a des petites choses intéressantes quand même qu'on va vous remonter. Voilà, il n'y a rien qui va vraiment changer votre vie en tant que marchand, mais c'est des petites améliorations qui vont un petit peu améliorer votre vie quotidienne, on va dire. Petite mention spéciale quand même sur l'interface du coup de cette édition. Je vous invite quand même à aller regarder comment ça se structure et de pouvoir sélectionner la version ennuyeux, la version boring et la version pas ennuyeux, qui est assez rigolote avec des vidéos. Ils se sont fait on plaisir, voilà. c'est marrant. Eh bien, let's go, parce qu'on a pas mal de sujets. Eh ben, écoute, petit disclaimer d'ailleurs sur cet épisode, puisque du coup, il y a 150 optimisations qui sont notées. On n'en a sélectionné que quelques-unes, évidemment en fonction de votre boutique, vous e-commerçant. Il y a peut-être d'autres éléments qui vont plus vous intéresser. Donc voilà, c'est un choix très spécifique de notre côté. Ouais. Tu peux débuter Thibaut, je t'en prie. Ouais, donc premier point sur les combine listings liés à Search and Discovery. Alors déjà peut-être expliquer ce que c'est les combine listings. Donc c'est une nouvelle application en fait native à Shopify qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est une application comme le sont Search and Discovery, Translate and Adapt, voilà, vraiment les applications de Shopify. Donc c'est installable gratuitement sur le site. Et en fait, à quoi ça sert ? Ça sert un petit peu à gérer vos différents produits qui sont un peu gérés comme des variantes, mais qui sont en fait des produits différents. Ça permet de les rassembler sous un master produit. Alors, je vais m'expliquer un peu parce que ça ne veut pas dire grand-chose que je viens de dire. Imaginons que vous ayez un t-shirt rouge qui soit un produit, un t-shirt bleu qui soit un autre produit. Alors souvent, c'est quelque chose qui est fait au travers des variantes, mais parfois, pour différentes raisons, que ce soit du SEO, de la logistique ou des choses comme ça, on préfère faire des produits différents. Mais du coup, en termes de gestion dans le back-office, c'est pas toujours méga pratique. Alors nous, on avait un moyen de gérer ça jusqu'à maintenant qui fonctionnait assez bien avec les MetaFeed, mais du coup là il y a une application de Shopify qui permet de gérer ça de façon assez intuitive et qui permet donc de regrouper ces deux produits, notre t-shirt rouge, notre t-shirt bleu, les regrouper au sein d'un master produit qui est créé par l'application du coup de Combine Listing. Et donc depuis la page produit de ce master produit, en fait on va pouvoir venir choisir la couleur comme si c'était un sélecteur de variants, alors qu'en fait c'est deux produits différents. Voilà en gros à quoi ça sert. Et du coup donc la petite nouveauté, donc c'est pas le combine listing qui existait déjà, qui était sorti à l'édition précédente il me semble. Donc là la nouveauté en fait c'est que on va pouvoir via Search and Discovery choisir soit de cibler le master produit, soit de cibler les produits enfants en résultat de recherche. Et donc c'est le cas pour la recherche, c'est aussi le cas pour les recommandations de produits. On peut choisir que dans les recommandations de produits ressortent soit simplement nos master produits, soit simplement les produits enfants plutôt. Donc voilà, selon la strat qu'on veut avoir, soit on veut afficher vraiment toutes les différentes couleurs d'un même produit dans les recos, soit on veut afficher que notre produit principal pour avoir du coup plus de produits différents affichés dans les recos. Voilà, c'est une question de stratégie après. Au top. J'enchaîne directement avec donc Search and Discovery, comme tu l'évoquais, avec le contexte plutôt des product catégories et des taxonomies. Donc depuis quelques temps, Shopify a lancé donc pareil sur la précédente édition cette notion donc des taxonomies qui est en fait un moyen de catégoriser spécifiquement les produits un peu dans les standards du e-commerce pour faciliter notamment l'adaptation du catalogue produit sur les Google Shopping, etc. etc. Et du coup, ces taxonomies, désormais, en fait, ces différentes informations, justement, on sélectionne une taxonomie, donc un type de produit avec la couleur associée. Ça, on peut du coup maintenant les utiliser dans les Smart Collections. On peut utiliser dans les Smart Collections. On peut les utiliser également, ces taxonomies, dans Search and Discovery. Donc, on peut catégoriser des éléments au lieu de créer un métafile de couleurs sur les produits ou sur les variants, se baser plutôt sur les taxonomies et utiliser du coup ces taxonomies
dans Search and Discovery, justement, sur les pages collection, en recherche, etc. Et point important aussi un petit peu là-dessus, c'est que du coup, sur la partie back-office des produits, vous allez pouvoir retrouver maintenant une segmentation plus claire sur ces différents métafields. Donc, il va y avoir les métafields catégories ou taxonomie en fonction de la langue sur laquelle vous êtes, les métafields produits et ensuite les métafields variants. Voilà, à titre d'exemple, le projet sur lequel on travaille en ce moment qui s'appelle Zago, on utilise à fond ces taxonomies pour pouvoir filtrer directement les produits sans avoir besoin de créer de nouveaux métafields produits. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu peux expliquer peut-être rapidement ce que sont les Smart Collections? Oui, bien sûr. Donc les collections dynamiques, c'est en gros une collection pour laquelle on vient définir qu'elles viennent inclure tous les produits selon une règle spécifique. Par exemple, on peut dire on crée une collection pour tous les produits qui valent plus de 50 €. Ça, c'est une Smart Collection qui est basée sur le prix. Et du coup, on peut créer une Smart Collection avec l'information de taxonomie. Si dans ta taxonomie, tu as mis produit couleur jaune pour l'un, couleur jaune pour l'autre, et ben, tu vas créer une Smart Collection pour tous les produits dont la taxonomie est couleur jaune. Mais c'est les collections automatisées du coup. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Exactement. Ok, ça marche. Exactement. Oui, un peu de Franglish malheureusement. Ouais. Non, mais on continue du coup beaucoup de sujets au final sur les applications. C'est beaucoup d'interfaces entre les différentes applications natives de Shopify. Subscription qui était fonctionnel, donc subscription l'abonnement, qui était fonctionnel exclusivement à partir de l'application. Maintenant s'invite et se fait une jolie place de maître dans le back-office et sur les différentes fiches produits. Donc si jamais vous utilisez Shopify Subscription, vous souhaitez modifier les règles d'abonnement pour un produit A ou un produit B, et ben vous pouvez les modifier directement à partir de ces fiches produits. Voilà, il y a également la possibilité d'activer des règles de réduction sur les abonnements, ce qui n'était pas le cas nativement sur Shopify. Et puisqu'on parle des réductions, les réductions automatiques qui pouvaient fonctionner en parallèle sur Shopify au nombre de 5 précédemment, passent maintenant au nombre de 25. Voilà. Ok. Ça marche. Moi, je vais enchaîner sur les bundles. Donc, toujours application, un Shopify Bundles. Petite nouveauté, bon, rien de révolutionnaire là-dessus, mais ils ont un petit peu amélioré le rendu visuel du détail en fait du bundle quand on est dans le checkout. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment le déroulé des différents produits qui sont dans le bundle avec les infos qui sont bien intégrées. Alors j'avoue que j'ai pas vu vraiment la différence, mais parce que j'y suis allé il y a pas longtemps et j'ai pas vu le moment où ça a switché, je me souviens plus comment c'était avant. Ouais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de features qui ont déjà été déployés, qui réannoncent ici, mais qu'on a déjà vu nous. Donc en effet, on est déjà habitué à cette feature. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, il parlait aussi d'avoir un petit peu plus de détails sur les ventes de bundles. Donc, je pense c'est dans Analytics, en fait. Ouais. On a plus d'infos sur les ventes des bundles, des produits dans les bundles et tout ça. Je pense que c'est un petit peu plus fin que ce qu'on avait avant. Voilà. Je te laisse enchaîner après sur POS. Oui, tout à fait. Gros bloc, puis c'est vraiment ta spécialité, quoi. C'est toujours mes blocs POS. Eh bien, écoute, on peut commencer à faire le parallèle avec ton sujet d'avant, les bundles. Là, c'est une vraie innovation pour POS, puisque l'affichage, justement, et le découpage des produits en bundle n'était pas actif sur POS auparavant. C'est désormais le cas. Donc maintenant, on a justement la vue de ce découpage directement avancé, et c'est principalement dans cette direction que POS évolue, en tout cas là sur ce qui a été annoncé, vraiment une évolution UX, là où notamment la Customer View, donc la Customer View c'est vraiment l'interface de visionnage en fait de ce qui se passe côté POS pour le client, donc il y a la personne qui utilise la tablette en caisse et un affichage notamment avec le système de paiement. Donc avec POS, en fait, il y a un affichage des deux côtés, c'est ça, à la fois pour le marchand et pour la personne qui achète. On peut choisir, c'est optionnel en fait, c'est notamment si on utilise le moyen de paiement officiel de POS qui est ouvert depuis 2 semaines en France, on a la possibilité en effet d'avoir le listing et le détail directement sur cet écran pour l'acheteur. Voilà, donc beaucoup de sujets sur l'optimisation. Auparavant, voilà, quand on ouvrait une page de recherche, ça ouvrait vraiment une pop-up qui cachait tout le reste de ce qu'on avait. Là, le choix a été fait sur Shopify de toujours conserver un œil sur le panier, sur le cart qu'on est en train de remplir, etc. Donc toutes les nouvelles fonctionnalités de recherche
vont plutôt se greffer sur la partie gauche. Et voilà. Et globalement, il y a un retravail général sur l'UX, mais ça, je vous inviterai à regarder un peu plus en détail dans les vues. Difficile d'en parler sans le montrer directement. Et autre petit point très intéressant, enfin deux en fait. Le premier, c'est l'affichage, l'utilisation des champs méta clients directement disponibles dans POS. À date, on pouvait utiliser que les balises et les tags. On le sait, ça marche très bien quand on a une ou deux informations. Dès qu'on en a plus, c'est un bordel. Donc, les champs méta sont disponibles en vision et en édition dans le BO de POS. Et dernière petite feature assez stylée, c'est plutôt côté back-office et analyse, mais il y a un nouveau filtre pour faire des segments utilisateurs où on peut se baser sur la distance d'un utilisateur avec un des points de vente. Exemple tout bête, demain vous lancez, ou le mois prochain, il faut toujours anticiper, vous lancez un pop-up store dans une nouvelle ville, et ben vous avez la possibilité de créer un segment sur toute votre base client, de toutes les personnes qui sont par exemple à 50 km, pour leur dire coucou, on a un nouveau pop-up qui va ouvrir très prochainement, venez découvrir nos nouveaux produits directement là-bas. Ouais, c'est intéressant ça. Exactement. Et ben écoute, tu peux enchaîner sur la customisation de thème, Thibaut. Ok, ouais, donc toute la partie interface pour personnaliser son thème, ça c'est vrai que c'est un truc qui nous concerne particulièrement. Enfin, c'est vraiment voilà, le centre de ce qu'on fait au quotidien. Il y a une petite évolution donc, sur l'utilisation des méta-objets dans cette interface. Alors pour rappel, les méta-objets, voilà, on l'explique à chaque fois, mais en même temps c'est assez nébuleux comme, comme truc, je trouve, donc c'est bien de rappeler rapidement ce que c'est. Donc les méta-objets, c'est un objet qu'on peut créer dans le back-office et qui concentre différents métafields. Donc pour donner un exemple tout bête, par exemple, on pourrait se dire qu'on crée des méta-objets recettes voilà, pour un site qui vendrait des choses autour de la food, par exemple. Donc on crée un méta-objet recette qui contient du coup un métafield titre, un métafield ingrédient, un métafield étape de la recette, un métafield photo, etc. Donc ça recense tout ça. Et ensuite, grâce à ce méta-objet, eh ben, on peut créer du coup, des recettes, en fait, des saisies qui sont chaque recette qui serait créée sur le template de ce méta-objet. Et donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est que depuis la personnalisation du thème, depuis une section et un champ de section notamment spécifique, on va pouvoir appeler ces méta-objets. Donc par exemple, on pourrait avoir une section dans laquelle on a un slider qui présente les différentes recettes, et en fait cette section va se baser sur les saisies de notre méta-objet, et ce lien va pouvoir se faire assez facilement depuis l'interface de personnalisation du thème. Donc ça c'est plutôt cool, et ça permet en fait d'avoir un fonctionnement qui ne demande pas particulièrement de code pour être mis en place. Et ça veut dire qu'en fait, nos clients, une fois que nous, on crée la section, ils peuvent eux-mêmes venir sélectionner les méta-objets qui les intéressent pour venir les afficher dans les sections. Et en fait, ça laisse un peu plus facilement la main au marchand sur la façon dont il veut que la section gère ses contenus finalement. Voilà. Donc, petit point assez intéressant. Ensuite, il y a la partie... partie visuelle, donc l'UX des blocs de personnalisation aussi qui a été un petit peu revu. Ça c'est vraiment un détail, hein, mais voilà, il retravaille cet espace assez régulièrement. Donc en fait c'est vraiment l'endroit où vous êtes en train de personnaliser votre section. Vous avez les différents champs qui s'affichent. Vous pouvez mettre des images, du texte, etc. Ça a été un petit peu modifié pour que ce soit un petit peu plus compact en fait, un peu plus réduit et qu'on ait moins à scroller dans les sections qui ont beaucoup d'options. Nous, ça ne nous concerne pas tant que ça parce qu'en fait, on n'a pas tant d'options que ça dans les sections qu'on crée, mais dans les thèmes par exemple qu'on peut acheter sur le store, il y a des sections qui sont méga personnalisables parce que c'est un thème basique sur lequel on doit pouvoir faire plein de styles de sites possibles différents. Là, du coup, il y a beaucoup d'options à scroller et là, effectivement, c'est intéressant de rendre ça un peu plus compact. Voilà. Et enfin donc, grosse nouveauté là sur laquelle j'étais en train de me pencher juste avant qu'on commence à enregistrer cet épisode, c'est la partie des theme blocks. Donc c'est des blocs qui se définissent au niveau du thème et qui permettent de faire du nesting, c'est-à-dire des blocs dans des blocs. Donc là on est sur des considérations un peu techniques, mais on est en train de creuser ça pour voir à quel point on peut exploiter ça pour créer des sections pour nos clients qui soient encore plus modulables. Pour vraiment venir gérer et déplacer des éléments au niveau composant au sein de la section et vraiment avoir la main de façon assez fine sur comment on veut agencer tous ces éléments. Je pense que ça va être assez intéressant. On va s'y pencher avec Julien, là, je pense, dans les jours qui viennent pour voir comment on peut exploiter ça. Après, la partie
paiement, est-ce que tu veux la prendre, Ben, ou je m'en occupe? Je peux en parler rapidement si Vas-y. tu veux, oui. La partie paiement, petite révolution avec Checkout Blocks qui avait été acquis par Shopify il y a quelques temps, qui était historiquement disponible que pour les clients Shopify Plus. Eh bien, ça y est, c'est Noël avant l'heure. Checkout Blocks et du coup la personnalisation du checkout est disponible désormais sur tous les forfaits. Donc, jetez-vous sur cette application. Ça vous permet de faire de la rassurance dans le checkout, de vraiment pouvoir avancer sur cette customisation. Si jamais vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à revenir vers nous. On maîtrise pas mal la solution pour pouvoir maximiser un petit peu cette app. Ça, c'est vraiment un truc, faites-le. Ouais. Vraiment, installez l'application et regardez ce que vous pouvez faire avec. Il y a plein de choses qui sont possibles. Soit juste mettre des blocs de texte dans le checkout à certains endroits, comme tu l'as dit, pour faire de la réassurance. Mais voilà, il y a plein de petites logiques qui peuvent être créées aussi avec cette application. Alors, il y a du coup la majorité des blocs de Checkout Blocks qui sont gratuits. Et par contre, il y a tous les blocs qui comprennent de l'upsell et des choses comme ça, enfin vraiment des trucs qui permettent de vendre plus. Cela, par contre, c'est derrière un plan payant. Donc voilà, vous pouvez un petit peu regarder, comparer, voir ce qui vous intéresse. Mais on vous recommande de tester, d'installer l'app et de regarder ce qu'on peut faire avec. C'est assez puissant, mine de rien. Et dans la lignée du coup de l'extensibility qui se déploie de plus en plus sur Shopify, Checkout Blocks qui historiquement était pareil, actif que sur les pages de paiement, maintenant elle est également disponible sur les pages de remerciement d'achat et de statut de commande. Donc ça c'est une belle évolution. On attend plus que maintenant la mise à dispo de Checkout Blocks sur les comptes clients et on le sent, du moins on l'espère, ça ne devrait plus trop tarder. Non plus à ce niveau. Bah oui, puis d'ailleurs je vais prendre la suite directement sur Ouais. les comptes clients, je vais passer un petit peu les points d'avant, mais c'est pas grave parce que voilà, ça fait le lien et c'est un point qui est important. Donc ça c'est quelque chose qu'on a évoqué pas mal de fois dans d'autres épisodes de podcast, les nouveaux comptes clients, qui sont en fait des comptes clients qui vont être gérés un petit peu comme le sont le checkout aujourd'hui. Donc vraiment tout un environnement qui est géré côté serveur Shopify, donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus le modifier visuellement comme on le voulait. Mais par contre, voilà, on a accès à plus de choses parce que d'un point de vue sécurité, c'est beaucoup plus cadré que ce qu'on pouvait avoir au sein du thème. Et ce qui va être intéressant, donc là jusqu'à maintenant, on avait les nouveaux comptes clients qui étaient, ils étaient ce qu'ils étaient, on pouvait vraiment rien bouger. Là, ça y est, le count, ce qu'ils appellent le count extensibility, donc on avait le checkout extensibility avant qui permettait du coup de mettre des apps dans le checkout. Là, le count extensibility du coup est lancé officiellement. Donc il y a plein d'apps qui vont arriver pour venir renforcer tout ce qui peut se passer dans vos comptes clients, c'est-à-dire rajouter des applications de fidélité dans le compte client directement, rajouter des avis clients, rajouter de la gestion de factures, rajouter la gestion des retours. Voilà, tout ça maintenant, ça va pouvoir être intégré directement dans la partie compte et géré par les applications que vous utilisez déjà. Donc ça va être vraiment génial aussi. Et en plus de ça, donc petit truc en plus, c'est qu'ils ont ouvert la modification du menu de la partie compte. Donc voilà, oui effectivement, il fallait le faire, c'est bien. Ce qui avait été un vrai point de blocage pour différents sujets, notamment sur le site de Néné Paris où on avait bossé sur tout un système de fidélité, où on a dû rester sur les comptes clients classiques à cette époque-là pour pouvoir le customiser. Ça y est, c'est fini, on peut le customiser. Donc après, petit délai quand même à attendre sur la partie extensibility, parce que du coup il faut quand même attendre que les apps, les développements soient faits sur ces différentes applications ouais, alors sur les je comptes crois qu'il y en a déjà pas mal de dispo, parce qu'en fait le count extensibility était accessible aux développeurs depuis un petit moment déjà, pour que justement les devs puissent commencer à créer des applications afin qu'elles soient dispo dès la sortie. Donc là, moi, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal d'apps qui sont prêtes à être installées. Ok, trop bien. D'une manière générale, de toute façon, on l'a dit, on le répète et on l'affirme désormais. Si vous n'avez pas énormément de customisation à date active sur vos comptes clients classiques, passer au nouveau compte client. On l'a activé pour faire une petite parenthèse avec Raphaël, du coup le fondateur d'Articonex, directement en call tous les deux. Ça a pris très exactement 5 minutes pour pouvoir l'activer. Ça fonctionne très bien, l'UX est beaucoup plus efficace. Voilà, donc petit warning s'il n'y a pas de custo avancé sur les comptes clients classiques. Ouais, puis de toute façon ça va être un passage obligé, c'est sûr que Shopify va le forcer d'ici peu de temps. Comme ils ont forcé pour le checkout, voilà, là ils laissent encore le choix évidemment parce qu'ils ne peuvent pas tout changer du jour au lendemain comme ça. Mais voilà, une fois qu'ils auront suffisamment travaillé sur ces nouveaux comptes clients et qu'on pourra faire un peu plus de choses,
c'est sûr que le switch il va se faire. À bout d'un moment, on sera obligé de tout se passer dessus. C'est sûr. Exactement. On peut repasser sur les draft orders si tu veux, Thibaut. Ouais. Effectivement, les draft orders. Alors attends, je relis un petit peu ce qu'on avait noté. Ouais. Vas-y, parce que je l'ai plus en tête. Donc les draft orders, c'est vraiment les commandes, alors c'est les commandes provisoires sur le back-office en français. Si jamais vous souhaitez, vous, en tant que administrateur de la partie e-commerce, créer en fait une page de paiement spécifique pour vos utilisateurs. Donc c'est vous qui commencer à créer justement cette page-là. Et alors, on n'a pas testé exactement comment est-ce que ça fonctionnait. En tout cas, de ce qu'on a compris, il semblerait qu'on ait la possibilité de customiser un petit peu plus cette page de rendu. De ce que j'en interprète en tout cas, c'est qu'on aurait typiquement la possibilité d'ajouter une information, un peu comme un extensibility avec un checkout blocks en fait, sur cette page de validation de paiement pour indiquer voilà la commande que nous avons préparée monsieur Intel, et remettre par exemple le nom de la personne qui a préparé la commande ou qui a eu la personne au téléphone pour pouvoir gérer ce point-là. Et du coup, petit sujet intéressant avec ces draft orders également, c'est la notion de blocage de prix. Si jamais vous avez créé une commande temporaire pendant la période du Black Friday, parce qu'on en sort il y a pas longtemps, eh bien vous pouvez du coup bloquer les prix avec les réductions qui étaient natives sur le Black Friday pour que la personne ait un délai supplémentaire pour pouvoir régler sa commande. Oui, c'est-à-dire que même si les réductions sont plus en cours sur le site, elles le seront toujours sur le draft order. Du coup. Exactement, c'est ce qui est annoncé, on ne l'a pas testé encore une fois, mais c'est ce qu'on a bien compris du message. Voilà pour ça. Ouais. Petite chose aussi, là, je vois qu'on a noté qui est intéressante, mine de rien, c'est qu'ils ont augmenté la limite de temps de sauvegarde du panier, en fait, pour les gens qui vont sur votre site, qui créent un panier, qui s'en vont et qui reviennent plusieurs jours après. On n'a pas le détail de temps, en fait, donc on ne sait pas exactement. Je pense que ça doit être trouvable, donc il faudra qu'on prenne le temps de creuser ça. Mais voilà, en tout cas, ils nous annoncent que le temps a été augmenté. Donc, pas sur la doc de base en tout cas, mais c'est un très bon lien avec le sujet qui suit, parce que du coup sur la rapidité, il y a des pourcentages qui sont annoncés. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Ouais, donc la rapidité, alors pour accéder au checkout notamment, donc ça c'est vraiment un sujet qui revient très souvent, ils augmentent la rapidité du checkout une fois sur 2 ou sur 3 pour les éditions. C'est vrai qu'à l'époque, je me souviens que le checkout était particulièrement lent, alors ça fait plusieurs années, hein, mais je me souviens qu'au début quand on bossait sur Shopify, et on avait pas mal de clients qui nous remontaient ça, qui disaient mais en fait dès qu'on veut aller au checkout, il y a plusieurs secondes de chargement quoi. Et bon, aujourd'hui clairement on n'est plus du tout là, le checkout il charge très rapidement, et là ils ont encore augmenté la rapidité, donc c'est cool, on est encore 50% de rapidité en plus pour se rendre au checkout. Ils ont aussi accéléré la rapidité du panier, donc ça c'est le temps qu'on va mettre à charger les produits du panier. Donc voilà, tout ça, ça va accélérer la navigation sur le site et voilà, ça va potentiellement augmenter les conversions, donc c'est intéressant. Il y avait beaucoup d'infos sur la rapidité, un peu de manière générale sur les différents blocs. Il parle aussi là des paiements accélérés. Tu vois l'affichage des potentiels ShopPay, des potentiels Apple Pay, etc. Ils annoncent 58,8% de rapidité en plus en tout cas, donc super intéressant. Et il parle de manière générale sur la rapidité, sur aussi une grande augmentation de la rapidité de chargement dans le back-office, qui pouvait aussi parfois être un petit peu longuet. Là, ils annoncent une belle rapidité. J'ai testé, j'ai l'impression en effet que c'est plus rapide. Okay. Et en fait, aussi un affichage un peu plus travaillé sur l'affichage des éléments dans le BO. Ok, cool. Sur la partie internationale, je vais essayer d'aller assez vite, il y a beaucoup d'informations. Globalement, il y a une annonce de la recherche sémantique améliorée, donc de s'assurer qu'en fonction de la recherche en français, la recherche en espagnol, en fonction des langues mises en place sur votre site, ça puisse répondre beaucoup plus vite, ça vienne capter justement les fichiers de langue. Donc, évidemment, c'est annoncé, il faut regarder ça vraiment à l'intérieur de Shopify, et que ça fonctionne avec les traductions utilisées avec Translate and Adapt et les fichiers de langue sur Shopify. Idem, ils annoncent une amélioration des traductions dans le back-office, donc ça va avoir à tester en day-to-day. Petite nouveauté, on ne l'a pas testé, on l'a vu, j'ai pas réussi à le voir exactement reçu, mais il parle de proposer des factures TVA disponible pour les clients qui utilisent Shopify Tax. À date, toute personne qui souhaite avoir des factures avec notamment la TVA, il fallait absolument passer par des applications, Sufio ou Regulo pour parler que d'eux. Semble-t-il qu'un fichier de facture TVA puisse être disponible
pour ceux qui utilisent Shopify Text. Ouais, bah, ça serait bien que ce soit un peu internalisé ce truc-là, Ouais. parce que c'est quand même un truc assez basique, quoi. Ah, c'est ça. On est au Canada chez Shopify, donc les factures, c'était un peu pas forcément essentiel pour eux. On voit que ça commence à s'ouvrir pour le U. Frais de douane, vrai sujet aussi sur les récaps de checkout, où c'est un peu la croix et la bannière pour réussir à afficher les informations qu'on souhaitait, pourcentage de taxes, etc. Les frais de douane sont désormais inclus dans les prix et peuvent être affichés. Et enfin, de nouveaux systèmes de paiement locaux sont activés. On le répétera jamais assez. Chaque pays a ses us et coutumes en termes de moyens de paiement. On pense à Bancontact notamment en Belgique. Voilà, c'est très important si vous vendez à l'étranger international de venir pousser en fonction des pays les moyens de paiement qui sont essentiels. Et pour ça, Checkout est votre meilleur ami puisque vous pouvez afficher ou masquer les moyens de paiement et les moyens de livraison en fonction des marchés sur lesquels vous êtes. Ouais, effectivement, ouais. Et pour continuer, alors c'est un peu une suite avec la partie internationale. Là, je suis sorti un petit peu des éléments, je suis allé creuser la doc qui était annoncée. Shopify annonce le RBAC, à savoir le Role Based Access Control. Donc c'est un vrai système de gestion d'organisation qui peinait en tout cas à se développer sur Shopify. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que notamment sur les clients Shopify Plus, on a ce système d'organisation. On peut avoir un back-office dédié pour le site US, un back-office dédié pour le site France. Et là, du coup, ils proposent également, un peu à l'image de ce qu'on a sur POS, parce que sur POS, on l'a déjà, le fait de se dire, on vient définir des rôles, par exemple un rôle marketeur, et du coup, pour toute personne qui est ajoutée sur le back-office, on lui attribue un rôle marketeur et donc par défaut, cette personne n'aura pas l'accès à la gestion des commandes, à la gestion des clients, mais exclusivement aux fonctionnalités d'analyse. Comme ça évite de devoir re-questionner, re-challenger à chaque fois quel rôle, quelle autorisation je te mets, etc. Oui, parce que du coup, jusqu'à maintenant, quand on ajoutait une nouvelle personne, il fallait venir cocher vraiment point par point les droits qu'on ouvrait à telle et telle personne. Donc là, on va gagner un petit peu de temps finalement. Exactement, tout à fait. Alors ça, par contre, c'est uniquement pour Shopify Plus. Okay. Et ça permet de faire le pont aussi sur malheureusement la feature, ce que j'attendais qui n'est pas sorti sur cette édition, le fait d'avoir une vraie gestion des markets directement depuis le back-office. On le sait déjà depuis quelques temps, on sait que ça ne fait pas partie de cette édition, c'est annoncé début 2025, mais du coup ça permettra d'aller plus loin sur ce RBAC, du coup la gestion des organisations, pour se dire, pour chaque organisation, pour chaque marché, on a la possibilité d'avoir un segment dédié pour la partie B2B, une gestion de catalogue de prix et de produits spécifiques pour la partie retail POS de ce pays et d'avoir vraiment une vue globale de toute cette organisation. Ou encore à date, on est obligé de bricoler un petit peu en quelque sorte pour avoir quelque chose de fonctionnel et d'un peu plus spécifique en fonction des différents pays. Voilà. Sidekick. Oui, Sidekick. C'est vraiment le sujet qui revient à chaque édition. Bah ça y est. Ça y est. Alors apparemment parce que on l'a pas vu. Moi j'ai essayé de le tester mais j'ai pas réussi à l'avoir donc alors il y a des prérequis pour l'avoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir sa boutique en anglais, il faut qu'est-ce qu'il faut déjà? Il y a 2 autres prérequis mais je me souviens même plus ce que c'est, mais pourtant je les avais sur mon store de démo et j'ai pas vu Sidekick, donc peut-être qu'il faut attendre un petit peu que ça se déploie vraiment chez tous les marchands. Comme pour beaucoup de features, au final, elles sont déployées progressivement, et donc c'est possible que un e-commerçant puisse l'avoir déployé assez rapidement, là où un autre peut l'avoir plus tard. Bon, en tout cas, c'est en anglais, donc c'est pour les marchands anglais, américains, etc. Voilà. En tout cas, moi, je vais garder un œil, je vais continuer d'essayer de le faire fonctionner sur nos stores de démo. Et puis dès qu'on l'aura, je pense qu'on fera peut-être une petite vidéo de présentation, un truc comme ça. Enfin, c'est un peu ce qu'on peut faire avec, ça a l'air intéressant quand même. Enfin, moi, ça m'intéresse en tout cas. Voilà, donc là-dessus, on reviendra dessus prochainement de toute façon. Excellente idée. Rework des analyses de données. Vrai sujet, on a été contacté par
par un des clients avec lesquels on travaille en nous sollicitant, puisqu'il ne retrouvait plus ces tableaux dynamiques d'analyse de données. On va regarder ça très très vite. En effet, ça a été revu, remodelé, retravaillé, etc. Plus de rapidité, plus de fluidité. On a vu des tableaux assez intéressants sur la catégorisation client. Je ne sais pas si tu te rappelles avec les grands blocs. Ouais. Donc voilà, donc ça pareil, on va peut-être réfléchir à faire un épisode dédié là-dessus. Il y a beaucoup de choses à voir sur les analytics. On pourrait y revenir. Autre fait assez intéressant, ce n'était pas le cas avant. Il est possible de créer donc des rapports customisés et là d'aller un peu plus loin sur la méthode d'analyse et d'affichage et de sélection des données en utilisant ce qu'ils appellent Shopify QL, donc leur système de requêtage, afin de pouvoir filtrer vraiment et d'avoir des vues dédiées avec les critères spécifiques, en prenant par exemple le critère de distance qu'on évoquait un peu plus tôt dans le code. Donc, Shopify QL, c'est une espèce de syntaxe en fait pour faire des requêtes spécifiques pour tes rapports, c'est ça? Ouais, ça ressemble beaucoup à du SQL, très clairement. Même système de requêtage. Et puis, on va terminer sur ce dernier point qui est Flow. Flow, c'est pareil, on en parle énormément. Et bien Flow, on n'est pas prêt d'arrêter d'en parler puisque il y en a partout. Pour faire très simple, il est dispo absolument partout. Typiquement, vous pouvez aller checker sur une commande directement dans les 3 petits points, voir s'il y a eu des requêtes Flow qui ont généré des informations, qui ont ajouté des métafils, des éléments directement. Donc, accessible directement depuis le back-office. On a des nouveaux déclencheurs sur Flow. Flow peut avoir en déclencheur le fait d'avoir une nouvelle entrée de méta-objet. Typiquement, si on fait le pont avec Shopify Form, quand on crée un formulaire, du coup, il y a des résultats qui sont créés en métadonnées. Et bien, du coup, on peut créer un flow en se disant, OK, tiens, j'ai un méta-objet qui est créé avec telle information. Et bien, j'en profite pour envoyer un email de remerciement, envoyer quelque chose, etc. Plein de choses super intéressantes là-dessus. Ouais. De toute façon, Flow... Alors, en fait, au tout début, quand c'est devenu accessible, je me souviens qu'on disait que ça allait être fou et on testait de faire des choses et ça marchait pas toujours très bien. Mais là, je trouve que ça devient assez fou tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ils ont petit à petit, en fait, ils rajoutent plein de nouveaux déclencheurs, de nouvelles choses à modifier, à surveiller. Et en fait, ça commence à être un super outil. Vous avez fait une vidéo, vous, sur carrément tout un système de feed créé de toutes pièces sur Flow qui fonctionne hyper bien. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec. En fait, c'est vraiment un super outil. Donc c'est cool qu'ils continuent de pousser ça. C'est un outil no code, donc assez facile à prendre en main. En fait, c'est pareil, un peu comme tous ces éléments back office. Je vous invite toutes et tous à essayer d'aller creuser différentes informations et de voir ce que vous pouvez faire avec. C'est de la logique pure en fait, et c'est assez facile à prendre en main. Et bien voilà, je pense qu'on a fait à peu près notre tour. Alors évidemment, 150 optimisations, on n'a pas tout vu, il en reste plein d'autres. Pas mal quand même. Oui, on en a vu pas mal. De mon point de vue, si je peux faire un peu un résumé sur tout ça, je dirais que surtout sur cette édition, moi ce que je note, c'est beaucoup plus d'alchimie entre les différentes solutions et les différentes apps natives de Shopify. On a parlé de Combine Listing, on a parlé de Bundles, on a parlé de toutes ces applications Flow. Et en fait, on se rend compte que là, plus ça avance et plus ils vont travailler sur l'harmonie entre ces différents systèmes pour que tout soit un peu plus unifié. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que ces applications, pour beaucoup, elles sont assez jeunes encore, mine de rien, que ce soit les bundles, les abonnements, même 37 Adapt et Search and Discovery, c'est pas si vieux que ça, mine de rien. Donc à la base, elles sont sorties ces applications avec un fonctionnement standard, mais voilà, qui était ce qu'on attendait. Et petit à petit, il y a des choses qui se rajoutent, et notamment de l'interconnectivité avec les autres solutions. Et c'est ça qu'on attendait surtout, et c'est pour ça qu'on trouve ça intéressant que Shopify lance ses propres apps, parce qu'on sait que tout va fonctionner dans cet écosystème qui est géré par eux. Et c'est ça qui est cool en fait. Donc on continue d'observer les évolutions de chacune des apps et comment elles s'interfacent les unes aux autres. Et c'est intéressant. Super, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à réagir directement en commentaire de cette vidéo, à nous écrire sur Slack si vous êtes client de Moon, ou à nous contacter directement via le formulaire sur notre site web. Merci à toutes et à tous, merci Thibaut. Et merci Benjamin. Et à bientôt, ciao. Salut.